Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Veille Web et droit d'auteur, comment rester en conformité, en partenariat avec le CFC, donc le Centre français d'exploitation du droit de copie. Nous vous remercions d'être aussi nombreux à vous inscrire, à vous connecter ce matin. Donc, nous allons commencer d'abord par la présentation de nos intervenants. Donc, on va commencer d'abord avec Gwenaëlle Masseran, directrice de l'Organisation des systèmes d'information et des nouveaux outils, et Benoît Kerjean, directeur juridique. Donc, Gwenaëlle et Benoît qui sont du CFC, et Michael Réau, CEO de SINDUP, qui partagera également avec l'ensemble des participants ce matin. On va commencer d'abord par la présentation du programme. Nous démarrons ce webinaire par un rappel de contexte. Il remettra en contexte la démarche des SINDUP de l'année dernière concernant les droits d'auteur et la veille. Ensuite, Benoît Kerjean du CFC nous expliquera le rôle du CFC et le cadre juridique. Et puis ensuite, Gwenaëlle Masseran prendra la parole pour nous expliquer le volet technique, quels sont les moyens qui ont été mis en place pour gérer les robots d'indexation et les risques pour les entreprises qui ne sont pas conformes. Nous terminerons, comme je vous l'avais déjà dit, par une séance de questions et réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants qui pourront répondre en temps réel. Donc, je vous remercie vivement encore de votre participation et je vais passer la parole à Michael pour la première intervention. Oui, bonjour. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cette date anniversaire de l'accord passé avec le CFC parce que ça fait déjà un an. Le temps passe vite. Alors, pour rappel, le contexte, lorsque le contrat avec le CFC a été passé, c'est d'abord le fruit d'une collaboration qui s'est étendue au travers de plusieurs années. SINDUP a été lancé en 2010 et on a très vite constaté qu'il y avait un flou sur le marché de la veille web vis-à-vis des nouveaux usages digitaux qui étaient en train de fleurir et d'une certaine façon auxquels on a participé en tant qu'éditeur de plateformes de veille. Donc, on a très tôt rencontré l'ensemble des éditeurs de presse, les syndicats et le CFC pour identifier la façon de collaborer de manière la plus vertueuse et en complémentarité. L'objectif étant d'offrir un service de veille web de qualité aux entreprises. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'aboutir à cet accord en collaboration étroite avec le CFC et les éditeurs de presse. Il était clairement essentiel de pouvoir aboutir le plus rapidement possible à un accord pour faciliter l'équipement dans les entreprises et que tout le monde puisse travailler sereinement, que ce soit les directions de veille, de stratégie ou les directions juridiques. Pour ça, il fallait absolument un accord d'ordre commercial pour éviter d'être dans des rapports juridiques ou techniques. Une guerre technologique ou des conflits juridiques sont jamais bons pour un marché qui est en pleine croissance et qui gagne en maturité, ou bien au contraire, l'essentiel est de se concentrer sur la qualité du service, sur l'accompagnement, sur les partages de bonnes pratiques. Et donc, c'est vraiment toute la philosophie de cet accord. Et un an plus tard, on s'aperçoit clairement que le bilan est très positif. Déjà, à l'annonce de cet accord, les clients, les entreprises ont extrêmement bien accueilli l'initiative et ont d'ailleurs suivi. On a aujourd'hui la totalité de nos clients qui sont dans le cadre de cet accord et les nouveaux clients, lorsque on accompagne au quotidien les entreprises pour s'occuper d'une plateforme de veille, ils sont sensibles et c'est devenu en quelque sorte un standard et une évidence pour tout le monde. Concrètement, sans rentrer dans les détails, l'apport pour une entreprise qui utilise une plateforme de veille comme SINDUP, c'est d'avoir un forfait accessible sur le plan économique et extrêmement simple à mettre en œuvre puisque c'est totalement intégré dans l'abonnement de la plateforme. En l'occurrence, il s'agit d'un abonnement à 45 € par mois
qui est donc intégré dans la licence logicielle et qui est totalement transparent pour l'ensemble des directions métiers qui ont souscrit et qui déploient la solution. Le constat également, c'est que très vite, l'accord a été rallié par un grand nombre de nos confrères, donc ça montre que toutes les parties prenantes a été en attente d'une solution plus pérenne, plus simple, plus claire. Donc ça a donné une légitimité au dispositif. Et puis en même temps, ça nous a permis d'anticiper un certain nombre d'évolutions technologiques et réglementaires qui sont en cours. Mais pour ça, je laisserai la parole à Gonel et Benoît du CFC pour évoquer ces différents sujets. Très bien, merci beaucoup Michael. On va passer ensuite la parole à Benoît qui va, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, va nous présenter le côté cadre juridique de la veille et en démarrant par une présentation du CFC. Donc Benoît, je vous passe la parole. Ok, merci Judith, bonjour à tous. Alors je suis pas certain d'avoir le rôle le plus simple, je vais essayer de pas être trop directeur juridique dans ma présentation. Quand on parle de copie d'œuvre et de veille en France, il est vrai que on peut difficilement ne pas parler du Centre français d'exploitation du droit de copie, le CFC, qui est l'organisme qui gère collectivement les droits de copie numérique et papier pour la presse et le livre, pour le compte des auteurs et des éditeurs depuis maintenant 30 ans. Dans le cadre de cette gestion, le CFC signe avec un certain nombre d'organisations des contrats qui les autorisent à effectuer des copies dans un cadre pédagogique ou professionnel. Alors, rapide rappel, concernant les copies dites pédagogiques, il s'agit avant tout de reproduction d'extraits de publications qui sont réalisés et diffusés sous forme de photocopie ou de copie numérique dans des établissements d'enseignement, établissements scolaires, ou dans des organismes de formation. Ce secteur représente 55% des perceptions du CFC en 2018. Vous avez ensuite, et c'est peut-être plus habituel pour vous, des copies dites professionnelles qui sont quant à elles des copies utilisées en entreprise, dans les administrations, dans les associations, pour des rediffusions numériques ou papier. On a toujours ces deux aspects, de copies d'articles de presse, ainsi que des rediffusions numériques d'extraits de programmes audiovisuels sous forme de panorama de presse, copies de travail. On parle ici de diffusion de copies ou de contenu, on y reviendra, ou encore des prestations de veille d'information. Ce type d'activité représentait 41% des perceptions en 2018, donc c'est relativement important. Sur ces prestations, le CFC reverse aux auteurs et aux éditeurs des œuvres qui ont été utilisées les droits perçus au titre de ces usages. 95 000 œuvres sont concernées par ces répartitions chaque année. Petite précision complémentaire, par ailleurs, le CFC reverse également une part un peu spécifique qui revient aux éditeurs au titre de la copie privée numérique de la presse. Alors, la copie privée numérique, c'est simplement l'enregistrement des copies pour un usage strictement personnel sur des supports numériques, des disques durs, des clés USB ou encore des tablettes tactiles. Quelques précisions encore sur la gestion collective. Alors c'est désolé un petit peu long, mais c'est important de replacer le contexte. Pour la photocopie, on parle aussi de droit de reprographie. Le CFC intervient en tant qu'organisme dûment agréé par le ministère de la Culture et il gère l'ensemble des publications de presse et de livres conformément à la loi du 3 janvier 1995. Donc c'est extrêmement encadré. Pour la copie numérique, ici, le CFC gère les droits de publication dans le cadre d'apports de droits qui sont confiés par les éditeurs. C'est sur la base d'apports volontaires et non plus obligatoires comme pour la reprographie. Concernant son organisation, le CFC est administré, et il est important de le rappeler, aussi bien par les auteurs que par les éditeurs. Donc, encore une fois, presse et livres. Enfin, le CFC consacre une partie des sommes qu'il perçoit à des actions culturelles. Donc les missions essentiellement du CFC, pour petit rappel, faciliter l'accès aux œuvres et protéger les droits des auteurs et des éditeurs des publications utilisées. Dans ce contexte, concernant donc plus précisément les copies professionnelles de contenu, de publications effectuées dans le cadre de l'activité de la veille d'information, je rappelle tout d'abord que la veille d'information repose sur la surveillance et la sélection professionnelle de contenu consacrés à des thèmes choisis
préalablement et qui sont, selon le type de prestation, qui inclut ou pas la rediffusion de ces contenus. Pour cette activité, le CFC a élaboré des contrats qui encadrent les différents types d'usage des publications de presse ou de programmes audiovisuels proposés par les prestataires de veille. Soit en autorisant la transmission des contenus sélectionnés, c'est-à-dire en envoyant directement les articles, on parle plutôt de veille média, soit en autorisant uniquement l'accès à ces contenus protégés via des hyperliens sans transmission de l'article lui-même, ce qui s'inscrit beaucoup plus dans le contrat de veille web. Les prestations de veille représentent globalement 17% des perceptions provenant des copies numériques professionnelles. Notons que pour l'ensemble de ces activités de veille, le répertoire du CFC regroupe plus de 4500 publications de presse, on parle presse print et web, ainsi que des programmes audiovisuels et 9700 titres de presse print et web étrangers. On oublie souvent cet aspect-là, ça passe également par le CFC selon des accords avec ses homologues à l'étranger. Depuis quelques années, on assiste néanmoins à une évolution du marché de la veille. Michael en a parlé rapidement, notamment de la veille web, liée à des offres de contenu essentiellement dédiées au numérique, à une évolution des pratiques. Beaucoup d'organisations transmettent aujourd'hui des panoramas de presse qui sont composés non plus d'articles, mais directement d'hyperliens, d'analyses ou de statistiques. Et enfin, à une diversification des activités de prestation de veille, une intensification particulière des contenus. Plus spécifiquement sur la veille web, il s'agit d'une activité de surveillance. L'aspect est un peu technique et je vais essayer de le décortiquer. Activité de surveillance, on parle de crawling, de sites internet qui consiste à collecter, stocker, indexer des contenus via des logiciels ou des plateformes spécifiques, afin de transmettre ensuite des analyses ou des liens permettant d'accéder aux contenus sélectionnés en ligne. On y revient, lorsque cette veille web s'effectue sur des sites de presse, gratuits ou payants, il faut savoir que les contenus qui sont crawlés sont protégés par un droit d'auteur, que la veille web implique nécessairement des actes de reproduction des contenus crawlés qui sont soumis, ces actes-là, à autorisation préalable, même si la reproduction n'est que provisoire. Et seules des analyses ou des hyperliens pointant vers les sites où les contenus ont été publiés à l'origine peuvent être transmis sans nouvelle autorisation préalable. J'en profite pour faire un point rapide sur la directive 2019, une actualité qui n'a échappé à personne, visant à adapter et harmoniser le droit d'auteur en Europe à l'ère du numérique, dont l'article 15 de cette directive, on en parle énormément, qui instaure un droit voisin des agences et des éditeurs de presse, a été adopté à l'Assemblée nationale le 9 mai dernier. On a encore une discussion parlementaire. Ce dispositif conforte, et il est important de le comprendre, ce dispositif conforte la législation française en matière de droit de reproduction, et ainsi la nécessité, même sans diffusion des contenus, donc on est bien dans la veille web, d'obtenir une autorisation préalable à la reproduction d'une œuvre, les hyperliens restant quant à eux, évidemment, libres d'utilisation, donc n'appellent pas d'autorisation préalable. Je rappelle également, toujours à la lecture de cet article 15 afin d'être exhaustif, que les très courts extraits ou les mots isolés, donc deux notions qu'il conviendra de définir parce qu'elles ne sont pas précises dans la directive, et susceptibles d'accompagner les hyperliens, ne sont pas non plus soumis à autorisation. Le contrat de veille web, plus spécifiquement, proposé par le CFC, autorise donc, dans ce contexte, les actes de reproduction qu'implique l'activité professionnelle de veille web. Il concerne une veille web réalisée par les prestataires ou directement par ses clients via une plateforme ou un logiciel mis à leur disposition. C'est couvert par le contrat. Ça s'applique pour tous les sites dont le CFC gère les droits et auxquels l'accès s'effectue licitement. Ce contrat inclut la restitution d'analyses et ou d'hyperliens permettant d'accéder directement au contenu en ligne. Une rediffusion du contenu lui-même, donc des articles, étant soumis à une autre autorisation. La veille web s'inscrit vraiment dans un cadre très spécifique. Et ce contrat prévoit enfin le paiement d'une redevance forfaitaire par prestation, ainsi qu'une déclaration des différentes prestations réalisées auprès du CFC. On le rappelle pour finir, la signature d'un tel contrat permet véritablement aux prestataires de veille web ainsi qu'à ses clients de s'assurer que la prestation qui leur est fournie respecte intégralement les droits des auteurs et des éditeurs.
Voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu. Je passe la parole maintenant à Gwenaëlle Masseron, donc, qui est directrice du département organisation des systèmes d'information et nouveaux outils du CFC. Bonjour à tous, merci Benoît, merci Judith et Mickaël pour nous accueillir ici. Comme le disait Benoît, nous avons effectivement proposé un contrat aux organisations qui font de la veille web et qui nécessitent ces autorisations dans le cadre de leur activité. Il y a un petit volet technique aussi qui permet pour le coup d'aider à la signature de ces contrats. Nous avons donc développé en coopération avec d'autres sociétés ce que nous appelons l'ORC CFC, donc l'outil de régulation des robots de crawling. Il est installé évidemment uniquement sur les sites web des éditeurs de presse. Nous n'avons pas vocation à gérer les robots sur les autres sites que les éditeurs de presse. C'est un service qui est proposé par le CFC aux éditeurs, bien sûr, dont nous gérons les droits dans le cadre de la veille web. Et c'est un service qui n'est pas individuel pour chaque éditeur, mais qui favorise la régulation de l'ensemble du marché et la signature de contrats au bénéfice de l'ensemble du répertoire du CFC. Même si l'ORC CFC est installé sur un nombre, pour l'instant, limité de sites, mais ça se développe tous les jours, nous n'avons pas vocation à l'installer sur tous les sites de presse, mais effectivement, quand un robot va se trouver bloqué sur un certain nombre de sites de presse et qui va signer un contrat avec le CFC, ce sera pour l'ensemble du répertoire du CFC et pas uniquement pour les sites de presse sur lesquels il est bloqué. L'idée, c'est qu'un robot, ça se présente si ça veut bien, il laisse une carte de visite à un user agent, mais l'intérêt, c'est de savoir qui est derrière. Donc nous, on a appelé les entités juridiques en question les infomédiaires pour identifier qui est derrière le robot qui passe ou qu'on va éviter de laisser passer. L'ORC CFC, je vous le disais, il permet la mutualisation lors de la signature du contrat. Il permet aussi la mutualisation de l'identification des robots. Quand un robot est identifié parce qu'il passe sur le site de l'opinion, par exemple, nous n'avons pas besoin de le découvrir, j'ai envie de dire, quand il passe sur le site de Challenge ou du Monde ou du Figaro. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'il est identifié, il l'est pour tous les sites. Le principe, effectivement, c'est le blocage des robots qui n'ont pas l'autorisation de passer. L'autorisation, bien entendu, dépend de la signature du contrat pour ce qui concerne les robots de crawling. Il y a une double administration par le CFC et par l'éditeur, comme je vous le disais. Il y a les robots de crawling, c'est le CFC qui les gère puisqu'ils sont éligibles au contrat proposé par le CFC. Ça permet aussi d'identifier des robots qui ne sont pas intéressant entre guillemets pour le CFC, ce n'est pas les contenus qui vont être reproduits, donc il n'y a pas d'acte de reproduction de droit d'auteur. En revanche, l'éditeur, lui, est libre de laisser ou non passer un de ses concurrents, un robot qui fait du SEO et qui lui prend beaucoup de bonnes passantes, par exemple, ou etc. Donc, sur le schéma général qu'on a fait, vous voyez bien l'intérêt. L'objectif de cet outil, évidemment, c'est de laisser passer tous les humains. Un robot qui est reconnu en liste blanche d'éditeur, il va passer automatiquement aussi. Un robot qui est reconnu avec une licence, comme celui de Syndup par exemple, il passe également. Et ensuite, un robot inconnu, lui, on va lui demander de s'identifier, de décliner son identité, de savoir pourquoi il veut passer sur un robot. En attendant, il sera bloqué ou gêné, selon ce que veulent chaque éditeur. Bien entendu, un robot indésirable, c'est-à-dire soit qu'il aurait refusé de signer une licence, soit qu'il est dangereux, là on ne lui propose pas de licence, il est forcément bloqué dès le début. Ensuite, quelques chiffres sur aujourd'hui, on a 34 sites déjà équipés. On s'aperçoit que selon les types de sites de presse, selon le côté grand public ou professionnel en fait, les robots, ils peuvent représenter jusqu'à 90% des visites. Alors, on rassure les éditeurs en disant que ces visites ne sont pas comptabilisées par OJD, donc un outil de régulation des robots ne va pas faire baisser l'audience des sites, mais ça veut dire que 90% des visites, dans certains cas,
L'éditeur dimensionne, lui, ses infrastructures, sa bande passante, etc., pour 10% seulement d'humains qui sont plutôt la cible de l'éditeur. D'un point de vue sécurité, on s'aperçoit que 97% environ des robots qu'on constate aujourd'hui, ils sont catalogués good bots d'un point de vue sécurité, ça veut dire pas dangereux. Bon, les robots dangereux, effectivement, je vous en ai mis une petite liste là sur le slide. Les clickbots, les spambots, etc. De toute façon, les robots dangereux pour la sécurité, évidemment, on les bloque tout de suite. L'idée, c'est plutôt de faire le tri entre ce qu'on appelle les good bots d'un point de vue sécurité. Est-ce qu'ils sont vraiment good pour l'éditeur? C'est pas forcément le cas pour tous. Alors certains, oui. Par exemple, les éditeurs eux-mêmes, bien entendu, les moteurs de recherche, ils sont intéressants pour les éditeurs. Des éditeurs utilisent eux-mêmes des robots pour effectivement monitorer leur site, leurs activités, etc. Quand c'est celui du concurrent, c'est pas forcément souhaitable pour l'éditeur. La slide suivante, on a effectivement les différentes étapes du service que nous proposons aux éditeurs sur lesquels nous installons Orc. Donc l'éditeur, il commence d'abord par établir sa liste blanche et éventuellement sa liste noire. Bien entendu, ces listes sont évolutives. Il peut signer lui-même des accords avec un certain nombre de partenaires. Au niveau de Orc, on va immatriculer les robots effectivement qui sont autorisés. Alors l'immatriculation, c'est une donnée importante, ça n'est pas la seule. C'est-à-dire que si un jour on voyait passer un robot avec l'immatriculation de SINDUP, mais des IP différentes ou des comportements différents ou des pays d'origine différents, on alerterait quand même et on se rendrait compte que ça n'est pas le robot de SINDUP pour autant qu'il passe. Nous refusons les bots, alors nous refusons, soit nous bloquons complètement, soit nous faisons une demande de CAPTCHA, soit nous gênons les robots qui effectivement ne sont pas immatriculés en fonction de ce que souhaite chaque éditeur en fait. Il y a des éditeurs qui sont d'accord pour laisser passer un robot qui n'a pas signé le lundi de 7 à 8 et c'est tout. C'est gênant pour le robot si effectivement le crawler n'a le contenu que disponible entre 7 et 8 sur le site internet. Quand on demande un CAPTCHA, bien entendu, c'est pas le robot directement qui va le remplir, mais au bout d'un certain temps, un infomédiaire qui voit que son robot ne ramène rien va s'inquiéter un petit peu et va constater à l'écran qu'on lui demande une fiche d'information. Donc là, la fiche est créée, il se voit attribuer une immatriculation. Dans un premier temps, il peut passer. Le temps, effectivement, pour le CFC, de prendre contact, de vérifier les données, d'ajouter éventuellement des données et de classer le bot selon son activité. Si c'est effectivement un bot qui va reproduire les contenus, comme on le disait tout à l'heure, c'est le CFC qui va s'en occuper, qui va le laisser passer le temps de la négociation, enfin la signature du contrat, et puis pas après, par exemple. Et si c'est un robot qui relève, on va dire, de l'activité directe de l'éditeur, c'est l'éditeur directement qui va s'en occuper. Enfin, effectivement, je vous disais, une grande partie de notre activité, les robots s'identifient, etc., ça va être la classification et le tri entre les robots. On le voit éventuellement sur la slide suivante, Judith, voilà. L'idée, c'est vraiment d'identifier l'entité juridique pour pouvoir ensuite décider du traitement de ce robot. Donc, pour l'éditeur, ça lui permet non seulement d'être sûr au niveau sécurité, de voir les robots relevant du droit d'auteur gérés par le CFC, et ensuite d'avoir une information sur quel est le type de robot qui passe, quelle est l'entité juridique derrière, pour lui, dans son tableau de bord, savoir qui passe chez lui, et il y a beaucoup de surprises, et ensuite gérer les robots qui ne relèvent pas du CFC, éventuellement signer des accords avec eux, ou au contraire, pas signer d'accord avec le robot, mais le bloquer sur son site. Donc voilà en résumé l'intérêt de cet outil qui donc aujourd'hui sur 34 sites est en train d'être développé sur une dizaine d'autres et d'être déployé sur le plus possible de sites d'ici les mois qui viennent.
Nous avons reçu quelques questions par mail, une ou deux questions également par chat. On est clairement dans une prérogative importante du droit d'auteur, donc c'est simple, toute atteinte au droit d'auteur, donc notamment à la reproduction. La conséquence, c'est un acte de contrefaçon et c'est donc passible d'une amende et ça arrive exceptionnellement, mais ça peut arriver d'une peine de prison. Alors, on n'en est pas là, mais les sanctions sont extrêmement lourdes. On est vraiment dans la contrefaçon. La différence qu'on va faire sur l'outil technique, elle découle de la différence qu'il y a dans les contrats. Le contrat d'autorisation aujourd'hui proposé par le CFC couvre les contenus avant paywall. Donc pour tout ce qui est après paywall, l'accord avec l'éditeur reste nécessaire. Ce type de contrat permet surtout à l'entreprise de rediffuser des contenus en interne, pas de réaliser directement la prestation de veille web. Donc on est sur un contrat plutôt veille média qui, encore une fois, donc je me répète volontairement, permet aux entreprises de rediffuser des copies ou des panoramas de presse en interne au sein des entreprises, donc directement auprès des salariés. Si cette entreprise a par ailleurs ou souhaite recourir à une activité de veille web, donc crawler toute l'actualité qui les concerne pour ensuite bénéficier d'analyses ou d'hyperliens qui renvoient vers ces articles, il faut bien signer un autre contrat, donc le fameux contrat de veille web qu'on a abordé lors de cette présentation, et si cette entreprise a recours à un prestataire, c'est un contrat de veille web qu'elle va signer directement avec ce prestataire, qui lui-même sera donc en contact ou sous contrat avec le CFC. C'est la même chose. C'est la même chose à partir du moment où un prestataire, qui soit gratuit ou payant et qui propose au grand public ou aux professionnels, lui-même va crawler un site pour récupérer du contenu et pour reproduire le contenu et, comme le disait Benoît, l'indexer ensuite et l'utiliser ensuite. Mais la première chose, c'est qu'il va le reproduire. Il est soumis à la même nécessité d'une autorisation. Donc au niveau de l'outil, nous traitons ces sites, ces robots-là comme les autres, comme les autres robots de crawling de contenu, c'est-à-dire que par défaut nous les bloquons tant qu'ils n'ont pas d'autorisation. Un certain nombre d'éditeurs, parce qu'ils peuvent avoir des accords avec eux, par exemple, ou eux trouver intéressant, on va dire, le passage de ces robots chez eux, peuvent nous demander de les laisser passer et les mettre sur leur liste blanche. Mais là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a souvent, on va dire, entre la technique et le département technique ou le département syndication, on va dire, chez les éditeurs de presse, un hiatus. Les techniciens voient plutôt d'un bon œil le nombre de visites qui augmente grâce à ces visites-là. Les responsables syndication aimeraient bien monétiser ces contenus, effectivement. Donc c'est plutôt eux qui sont en train de prendre le pas sur les techniciens. Donc nous les bloquons de plus en plus pour effectivement, de la même façon, leur faire signer des contrats d'autorisation. Nous avons sur notre site internet, la liste des prestataires de veille web avec lesquels on a signé un contrat, de la même façon qu'on met à disposition de façon très transparente la liste de prestataires de veille média ou audiovisuel qui ont un contrat avec le CFC. Donc déjà sur notre site, vous pouvez aller voir si votre prestataire de veille web est bien en accord et en conformité avec la loi là-dessus. La signature de l'accord en direct, ça va permettre uniquement à l'entreprise de réaliser elle-même sa veille web. Hein. Ça ne va pas permettre à l'entreprise de faire bénéficier ensuite le prestataire de cet accord. Là, on a renversé un peu la situation. Donc, il faut vraiment que l'entreprise travaille, si elle souhaite passer par un prestataire, que l'entreprise travaille avec un prestataire qui a bien signé un contrat de veille web avec le CFC.